Pour l'instant, c'est une opportunité, ce genre de stratégie, mais ça va pas durer éternellement. C'est comme ça sur la DeFi, Mhm. c'est un roulement perpétuel. C'est un jeu de stratégie un petit peu, j'ai l'impression que je dois optimiser mon portefeuille. J'aime beaucoup farmer avec des stablecoins. Essentiellement aujourd'hui, le gros de ce que je fais dans mes vidéos, c'est quand même, je montre ce qu'il y a à faire avec des stablecoins, même s'il n'y a pas que ça. C'est comme ça que je me définis. C'est très 2025. C'est mon genre, je suis farmer de yield. Ça va pas devenir la nouvelle finance traditionnelle ou quoi que ce Mhm. soit. C'est pas l'opposé non plus, mais il y a des poux en fait qui se font de plus en plus entre les deux et voilà, plus le temps avance et plus ça va par là en fait. On le voit bien avec les real world assets. C'est un peu comme la mode sur la DeFi, ça change assez souvent, il y a toujours des blockchains qui viennent avec une nouvelle proposition de valeur qui la plupart du temps est Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de continuer, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo que je remercie car il permet de financer le contenu proposé sur cette chaîne. Il y a d'ailleurs un bonus de bienvenue de 50 € pour ceux qui passeront par mon lien d'affiliation. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitpanda, la plateforme a été créée en 2014 en Autriche, donc ça ne date pas d'hier, déjà plus de 11 ans d'existence. C'est une des premières entreprises à avoir obtenu l'agrément MiCA à travers la BaFin, qui est le gendarme financier allemand. C'est une plateforme très complète et je suis loin d'être le seul à l'utiliser puisqu'il y a déjà 7 millions d'investisseurs qui l'ont rejoint. Il y a plus de 650 cryptos qui sont disponibles et plus de 3000 actifs numériques. Elle a l'avantage d'être régulée, sécurisée et fiable et de pouvoir comporter un peu toutes les classes d'actifs. On retrouve donc bien évidemment les cryptos, mais il y a aussi les métaux, les actions, les ETF, les matières premières et il y a également des indices crypto. Attention toutefois aux indices par rapport à la fiscalité. Elle est simple et intuitive et dispose de fonctionnalités très intéressantes comme un plan d'épargne Bitcoin ou encore la possibilité de mettre des ordres limites et également la possibilité de faire travailler son cash avec Bitpanda Cash Plus. C'est également une plateforme qui est innovante et qui développe de nouvelles fonctionnalités pour être de plus en plus connectée à la finance décentralisée. L'avantage de cette plateforme par rapport à Trade Republic par exemple, c'est qu'il est possible à la fois de déposer des cryptos qu'on a dans un autre portefeuille ou de les envoyer vers un autre portefeuille, vers une autre plateforme. En revanche, cela n'enlève pas le risque de contrepartie puisque vous n'avez pas les clés privées de votre portefeuille crypto. Au niveau des frais et des commissions, on est dans la moyenne des courtiers comme Finari ou Swissborg, mais on reste plus élevé que certaines plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le retrouverez sur ma chaîne. J'ai également fait une vidéo pour comparer différentes plateformes. Je vous mets le lien pour en savoir plus. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation pour pouvoir bénéficier de 50 € offerts en Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir AZK Crypto, un investisseur et créateur de contenu depuis 4 ans. Il a déjà tourné plus de 1000 vidéos sur ses chaînes YouTube au travers donc de 2 chaînes spécialisées dans la finance décentralisée, la chaîne principale AZK Crypto et sa chaîne secondaire AZK Degen, comme son nom l'indique, pour les plus téméraires d'entre nous. AZK, pour moi, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Pour tout ce qui concerne la finance décentralisée, pour moi, tu es une référence. J'ai regardé déjà beaucoup de tes vidéos, que ce soit sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire. Je trouve que c'est vraiment une mine d'informations et j'ai beaucoup de plaisir à les regarder puisque tu as un ton, un humour qui t'est propre et qui, en tout cas, moi, me plaise bien. Donc voilà, bienvenue parmi nous, bienvenue sur la Ben, chaîne. merci beaucoup, ça fait plaisir déjà cette petite intro. Aujourd'hui, donc, tu es avec nous pour partager ton parcours, ta vision et tes expériences dans l'investissement crypto, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en toute transparence comme tu peux le faire sur tes chaînes. Donc voilà, merci beaucoup encore et bienvenue AZK sur la chaîne. Et pour commencer, je te propose de nous raconter un peu comment tu as découvert les cryptos et ce qui t'a motivé
à investir et à créer du contenu sur le sujet. Ouais, alors je vais pas reprendre le tout début parce que c'est pas hyper intéressant, mais pour la faire rapide quand même, en 2019 j'avais déjà acheté mes premières cryptos, mais rien de très sérieux, j'avais revendu ça relativement vite en plus. Mais 2020, fin 2020, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la DeFi avec le boom, l'essor de la Binance Smart Chain. J'avais découvert ça un peu à ses tout débuts. Voilà, Binance, je pense que je suis pas le seul pour qui c'était un peu la porte d'entrée. Mais depuis, j'avoue que là, je commence à fermer tous mes comptes d'exchange. C'est un monde que je laisse un petit peu à part. Voilà, je suis à fond dans la finance décentralisée depuis ce temps-là. Et 2021, c'était un cycle assez particulier qu'on revivra pas. C'était encore plus ou moins les Mm. débuts de la DeFi, même si on avait déjà eu un peu sur Ethereum et sur Tron, mais voilà. C'est à peu près ça pour la faire rapide. Ce qui m'a introduit dans le marché Ouais, crypto. c'est le boom c'était, comment on appelait ça, la Binance Season ou, Bon, je sais même plus ce qu'on disait à non, l'époque, mais c'était les débuts quoi de la Binance Smart Chain et moi ouais, ça m'intéressait juste le concept de pouvoir faire fructifier son argent. Voilà. ouais. Ok, donc tu as fait un petit peu d'achat-revente, mais très rapide. Ou en Et l'idée 2019, ensuite, ouais. c'était d'aller 2019 et ensuite 2020, 2021, c'était de faire fructifier ton capital au travers de la finance décentralisée. C'est ça, j'avais de la chance d'avoir un petit peu de sous de côté, donc je me suis dit, allez, banco, je suis encore jeune de toute façon, donc j'ai mis quelques piécettes sur la DeFi et un peu sur Bitcoin aussi dès le début et sur des stablecoins, et bah, j'ai commencé à Ouais. découvrir un peu la DeFi, à farmer, typiquement, j'avais farmé les débuts un petit peu de la Binance Smart Mhm. Chain, PancakeSwap, je l'avais vu au tout début, par exemple, enfin, pas non plus au tout début, mais un petit peu après le début. Il y avait eu Pancake Buddy, Biffy Finance, Autofarm, Bakery Swap. C'est des noms qui parlent peut-être pas aujourd'hui, mais ceux qui ont connu le cycle de Mhm. 2021, ça va leur rappeler des souvenirs, je pense. Et toi, tu trouvais plus intéressant d'investir via la finance décentralisée que de faire de l'achat-revente, de l'investissement plus traditionnel. Ouais, en fait, ça a un côté jeu un peu la DeFi. Alors, c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde parce qu'il faut pas tomber dans le côté Ouais. gambling ou quoi. Mais j'ai l'impression c'est un jeu de stratégie un petit peu. J'ai l'impression que je dois optimiser mon portefeuille. J'aime beaucoup farmer avec des stablecoins. Essentiellement aujourd'hui, le gros de ce que je fais dans mes vidéos, c'est quand même, je montre ce qu'il y a à faire avec des stablecoins, même s'il n'y a pas que ça. Mais ouais, je trouve qu'il y a une expérience un petit peu gamifiée. Bon, sur certains points, c'est comme je dis, il y a certaines personnes pour qui c'est pas forcément une bonne chose le fait que ça ressemble à un jeu. Faut pas oublier que derrière, bah, c'est de Mhm. l'argent. Mais ouais, j'arrive à avoir un peu cette déconnexion du truc, on va dire. Je sais pas mettre les mots parfaits dessus, mais je pense que l'idée est là. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et dans les autres manières on va dire, d'investir ou de gagner de l'argent avec la crypto, il y a le trading. Le trading, c'est quelque chose que tu as expérimenté ou pas du tout? Hmm, plus ou moins, comme tout le monde, forcément, en découvrant un petit peu le monde merveilleux des cryptos. Enfin, je dis comme tout le monde. Peut-être il y en a, c'est des saints, c'est des purs, ils ont tout de suite été Bitcoin maximalistes, j'en sais Hmm. rien. Mais il y en a beaucoup qui sont passés par la case ah tiens, c'est marrant d'acheter-revendre, tiens, c'est marrant les graphiques, j'essaierais bien de trader. Je suis pas trop rentré dans ça, mais j'ai quand même essayé de faire deux trois trades. Ça m'a pas réussi dès le début, donc bon, j'évite de Ouais. toucher à ce genre d'outils, sauf pour faire du delta neutre, évidemment. Ça, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. C'est un des outils qu'on a à notre disposition sur la DeFi. Et du Ok. coup, ça implique d'utiliser des plateformes de Autre trading. moyen de générer. Ah, désolé, je me permets, je pense qu'il y a un décalage Ouais. en fait quand je parle et quand tu le reçois, donc désolé si des fois ça fait des moments un peu cringe. Oui. On va s'adapter. Un autre moyen de générer des revenus, c'est le minage. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Est-ce que tu as déjà expérimenté?
Alors, j'ai une petite anecdote sur ça. À l'époque, il y avait un navigateur qui s'appelait CryptoTab. En gros, ça reprenait le noyau Chromium. Donc, c'est un peu ce que tous les navigateurs utilisent aujourd'hui. Enfin, pas tous, mais une grosse partie. Mhm. Par-dessus, en fait, ce noyau, ils avaient rajouté la particularité de CryptoTab, c'est que ça permettait de miner du Bitcoin. Alors, en réalité, ils allaient miner du Monero parce que c'était plus simple, Mhm. il me semble, c'était converti automatiquement en BTC. Bon, c'était pas très très intéressant, mais c'est la seule expérience de mining que j'ai eue, on va dire. Je crois que j'en avais parlé aussi sur YouTube, mais bon, j'ai assez vite abandonné le truc parce que, bon, comme je dis, c'était pas hyper intéressant. C'était marrant quand même de l'aspect de pouvoir récupérer comme ça des cryptos, mais bon, ça coûtait plus cher Ouais, que ce bien que ça sûr. pouvait rapporter. Et quand je suis rentré 2020, c'était déjà le moment où le mining commençait à devenir plus trop intéressant. Il y avait encore une petite fenêtre sur Ethereum, surtout qu'il a bien performé en plus sur 2021, mais ensuite avec le Mhm. passage en Proof of Stake, Ouais. bon, euh, moi je trouve que c'est une bonne chose pour le réseau Ethereum, il y a quelques puristes à l'époque qui avaient eu du mal avec ce passage-là. Et au niveau de ton activité, aujourd'hui, enfin, ou plutôt quand tu as commencé, tu étais Mhm. étudiant, tu faisais quel type d'études, Attends, il faut que je tu m'en rappelle. travaillais? Il me semble que, attends, 2020, ouais, j'étais encore étudiant. En fait, j'avais déjà fait un BTS. J'étais reparti sur autre chose parce que j'ai eu mon BTS, mais je me suis dit finalement, ça me plaît pas trop de continuer professionnellement là-dedans. Donc, je suis parti sur autre chose. Je suis parti en fac. Ça m'a pas du tout plu le délire de la fac, donc comme ça commençait à, j'étais arrivé, on va dire, au bon moment sur la crypto. Comme ça commençait à bien marcher, ben j'ai quitté la fac. Et puis en poche, j'ai toujours un BTS si jamais je veux faire un demi-tour. Si demain, je sais pas, je me fais tout voler ou quoi, je pourrais rebondir. Je garde toujours au moins, Hmm. j'ai toujours une porte de sortie quelque part. Le jeu reste le jeu. Faut accepter toutes les règles. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, du coup, tu es 100% dans ton activité création de contenu et partage de ton expertise en finance décentralisée. Ouais, c'est ça. Moi, je dis plutôt que j'occupe mon temps libre, mais ouais, c'est comme ça que j'occupe mon temps libre, on va dire. Ouais. Ok, ok, excellent. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres classes d'actifs? Pas spécialement, honnêtement. Je reste le dégène que je suis, full crypto. Peut-être qu'un jour, je ferai le virage un petit peu vers autre chose, mais pour l'instant, c'est le marché qui m'intéresse le plus, donc j'ai pas trop envie d'aller sur les actions, les métaux, ou quoi que ce Ouais. soit. Oui, oui, puis aujourd'hui, tu as développé aussi une expertise. Donc ça s'entend aussi. Puis tu es encore jeune avec un côté, effectivement, comme tu le dis, peut-être un petit peu dégène, même si moi, de ce que je peux avoir vu, compris de toi, c'est que tu es quand même assez prudent, hein. Voilà, quand tu Bah, rentres sur des jetons, ouais, euh, c'est ça. Je alors préfère là, quand pour même le coup, c'est pas toujours forcément de la avoir de la DeFi, mais sur retenue. de l'investissement, à l'occasion. Ouais, voilà, quand tu as l'occasion de prendre des profits, tu les prends Hmm. sur des jetons que tu as aussi avec des airdrops. Voilà, généralement, tu prends les profits quand ils se présentent aussi. Ouais, les airdrops, en général, je tarde pas trop pour, pour les vendre. Parfois, ça me réussit Ouais, pas, parfois, ça me réussit. Bon, ça dépend des airdrops, c'est comme ça. ouais, bien sûr. Ok. Au niveau de tes stratégies en finance décentralisée, parce qu'il en existe beaucoup, depuis toutes ces années que tu es dedans maintenant, avec le recul, ça a beaucoup évolué, la finance décentralisée. Est-ce Oh oui. qu'il y a des choses du coup qui se font toujours et qui sont toujours intéressantes, des choses qui ne le sont plus? Comment tu vois l'évolution de la finance décentralisée? Je trouve que je suis assez mauvais pour prédire dans quel sens ça va aller. Donc, honnêtement, je vais pas te prendre trop de risques, mais ça, c'est assez évident. C'est un truc qu'on voit assez facilement. En 2021, typiquement, il n'y avait pas d'acteurs sophistiqués. Je peux balancer des blagues, genre Mev Capital, tout ça. En gros, Mhm. c'est des entités qui vont aller faire travailler le capital. Je sais même pas comment, des curateurs. Je sais pas si on pourrait mettre un nom là-dessus. Je sais pas si t'as un nom, si t'as une idée. Ouais, je crois que c'est ça.
Je crois que c'est des curateur, managers ouais. de liquidité au pire. Enfin voilà, vous avez l'idée, c'est ils vont faire travailler l'argent pour vous. Il y a même des investisseurs plus, on va dire institutionnels aussi qui sont sur la DeFi maintenant. Donc ça tend de plus en plus vers là en fait. La DeFi, ça va pas devenir la nouvelle finance traditionnelle ou quoi que ce Hmm. soit. C'est pas l'opposé non plus, mais il y a des ponts en fait qui se font de plus en plus entre les deux et voilà, plus le temps avance et plus ça va par là en fait. On le voit bien avec les real world assets. Alors bon, je pense qu'il y en a qui sont peut-être pas, comment dire, qui ont beaucoup d'attentes autour de cette narrative. Ça prend du temps et c'est essentiellement autour des stablecoins pour Mhm. l'instant, les real world assets, faut être honnête. Donc bon, ça va pas se faire du jour au lendemain. La fusion un petit peu DeFi, TradFi, et puis ce sera toujours un peu deux mondes à part. Mais ouais, pour l'instant, c'est encore pas le Far West. Le Far West, c'était vraiment 2021-2022. Mais on est en train de bâtir quelque chose Ouais. Je sais pas si c'est plus sérieux, plus concret. Il y a du bon, il y a du moins bon dans ce qui se fait maintenant. Donc à voir. Hmm. Parce que du coup, je Ouais. trouve que ça perd un peu son côté transparence, tous Ouais, ces ouais, acteurs mais sophistiqués. ouais, ouais. Et ce que tu disais, c'est que ce qu'on a connu en 2021, on le revivra pas en fait. Aucune C'est parce que chance. c'était le début. Ouais, c'est clair. Aucune Ouais. chance qu'on revive ça. Et dans les différentes stratégies de générer des revenus, t'as évoqué le delta neutre tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu pourrais évoquer différentes stratégies pour générer des revenus en finance décentralisée et lesquelles pour toi sont les plus pertinentes? Bien sûr. Après, c'est probablement amené à évoluer. Peut-être que dans un an, 2 ans, je découvrirai d'autres stratégies. Mais pour l'instant, ce qui est là depuis un peu le Hmm. début, c'est surtout les DEX, donc les protocoles sur lesquels on peut venir échanger des cryptos, et sur lesquels on peut venir apporter des liquidités. C'est un monde qui a quand même pas mal évolué, mine de rien, depuis 2021, notamment avec Uniswap V3, qui a lancé les pools de liquidités concentrées. Mais on va pas rentrer dans les Mhm. trucs trop techniques. Donc ça, c'est un premier truc à faire, c'est les pools de liquidités. C'est tout un art, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le trading. Puis avec les poules de liquidité concentrées, il faut choisir un petit peu une direction de marché. Donc c'est quand même assez proche du trading au final sur certains points. Donc les poules de liquidité concentrées, c'est un outil Ok, intéressant. un peu comment dire, qui est pas pour tout le monde, très clairement. Même moi, j'ai fait pas mal de bêtises avec les poules de liquidité Hmm. concentrées et je continuerai d'en faire. Ouais, juste, est-ce que tu peux préciser en fait le principe d'une pool de liquidité sur un DEX, sur Ouais. Uniswap ou un autre, hein? Je vais prendre le principe traditionnel, on va dire, des poules de liquidité. À l'époque, ça se fait encore aujourd'hui, mais ça se fait moins du coup. Mais à l'époque, c'était 50% d'une crypto A dans une sorte de coffre, 50% d'une crypto B dans le même coffre, et ça permettait aux gens du coup d'échanger la crypto A contre la crypto B. C'est régi par des formules mathématiques, etc. Mais c'est ça le principe, c'est on met des liquidités de disponibles pour que les gens puissent les échanger. Ensuite, ça a un peu évolué comme modèle. Je sais pas si j'ai bien expliqué en réalité, mais bon. Oui, je pense que c'est pas mal, mais c'est important de le préciser parce que sur une plateforme centralisée, on va avoir un carnet d'ordres, Ah on oui, va oui, avoir des oui. ordres de vente et des ordres d'achat. Et en fait, le marché, ça va être la rencontre des deux. En fait, un acheteur va trouver un vendeur en face pour lui vendre la crypto que lui veut Hmm. acheter ou vendre la crypto que l'autre veut acheter. Et c'est ça qui permet en fait la conversion d'une crypto dans une autre. Alors que sur les DEX avec les poules de liquidité, c'est des apporteurs de liquidité, donc qui vont apporter sur une paire de jetons. Donc, comme disait AZK, par exemple, 50% de chacune des cryptos. Et en fait, les gens, quand ils vont acheter ou vendre, eh bien, ils vont venir déposer une crypto et en prendre une autre, ou inversement. Et donc, un des moyens de générer des revenus avec ces poules de liquidité, en fait, c'est d'apporter des liquidités. Et les personnes qui vont venir, du coup, utiliser les cryptos qui ont été déposées, ça va générer des frais pour l'utilisateur. Et donc, en fait, c'est celui qui a déposé la liquidité qui va pouvoir, avec le protocole, récupérer une partie des frais. Et donc, on peut générer des revenus en déposant des liquidités. Donc ça, c'est le principe des poules de liquidité. Ensuite, toi, tu as évoqué les poules de liquidité concentrées. Mhm. C'est quoi qui fait que ça s'apparente au trading ou que c'est plus complexe? Alors en fait, les poules de liquidités concentrées, tu vas définir les bornes auxquelles tes liquidités vont s'échanger. Le but, c'est d'avoir quelque chose de plus optimal. Je vais prendre l'exemple d'une paire avec deux stablecoins. Si on veut échanger des USDC contre des USDT,
on a besoin essentiellement de les échanger à peu près en 1 pour 1. On n'a pas besoin d'échanger genre 2 USDC pour 1 USDT et inversement. Donc le principe des pools de liquidité concentrés, c'est de pouvoir choisir à quel prix on veut échanger des liquidités. Et bon, sur une paire de stablecoins, du coup, tant que les stablecoins restent stables, hein, évidemment, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand on vient sur de l'Ethereum avec un stablecoin, du Bitcoin avec un stablecoin, bah il y a la volatilité qui rentre en compte en fait. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. La pool de liquidité en fait va se déséquilibrer en fonction du prix des tokens sur la pool. Donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect presque de trading en fait. Faut pas nécessairement être trader en fait pour utiliser les pools de liquidité concentrés, mais il faut être conscient que si le marché prend une directionnalité qu'on n'a pas prévue, on prend en sorte une directionnalité de marché en s'exposant à une pool de liquidité concentrée. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Typiquement, si là je dépose des liquidités, Ethereum il est autour de 4000 au moment où on enregistre, je mets une fourchette de prix entre 3000 et 5000 $. Bah, si Ethereum descend en dessous de 3000 $, ma pool de liquidité va se déséquilibrer. Petit à petit, j'aurai de plus en plus d'Ethereum et quand il sera en dessous des 3000 $, je serai sorti de ma fourchette de prix, j'aurai plus que de l'Ethereum. Ce qui, bah, dans ce scénario-là, si je veux pas qu'Ethereum aille à la baisse, c'est pas très bon signe pour moi parce que je vais me retrouver exposé entièrement à Ethereum. Et inversement, bah, s'il monte, plus il monte et moins je vais être exposé à Ethereum, de plus en plus à un stablecoin si c'est une pool Ethereum avec un stablecoin et voilà, c'est le même principe dans l'autre sens. À la fin, s'il va au-dessus des 5000 $, je serai plus qu'en stablecoin et si je voulais garder une exposition à Ethereum à ce moment-là, bah, je serais embêté. Donc, il y a des outils qui permettent d'automatiser aussi ces pools de liquidité concentrés. Depuis que ça existe, je trouve que c'est plutôt mauvais ce genre d'outils. Alors peut-être que juste je connais pas assez, que j'ai pas les bonnes stratégies, les bons outils, mais j'ai quand même la sensation qu'on y perd plus qu'autre chose. Parce que on va pas rentrer trop dans les détails parce que là ça va aller assez loin juste pour cette stratégie. On va parler quand même d'autres stratégies. Mais il y a plusieurs concepts, il y a différents concepts de perte en fait avec ces pools de liquidité là. D'accord, il n'y a pas que les pertes impermanentes, il y a d'autres C'est ça, il y a les pertes associés. impermanentes, ça c'est quand le prix des tokens vient se décaler. Si au début on a déposé 2000 $ sur la pool de liquidité et qu'Ethereum baisse ou qu'il monte, bah s'il baisse, j'aurai moins de 2000 $. J'aurai plus d'Ethereum qu'au début, mais j'aurai moins de dollars qu'au début. Si ça monte, j'aurai plus de dollars qu'au début, mais moins... Ah non, l'inverse. J'aurai plus Attends. Non, oui, c'est ça. Moins de dollars qu'au début et plus d'Ethereum qu'au début. Je sais plus pourquoi je suis parti sur ça. Je te demandais pour les pertes impermanentes. Ah oui, ça c'est les impermanent loss. Ce qu'on appelle les impermanent loss. Ça du coup c'est les impermanent loss et il y a aussi les permanent loss. Ça c'est quand tu veux t'amuser à rebalancer tes liquidités. Ethereum il a diminué, tu veux suivre un petit peu son prix parce que évidemment tant que le prix d'Ethereum est dans ta fourchette de prix, tu génères des frais. Quand il sort, tu génères plus de frais parce que tes liquidités elles sont plus utiles on va dire sur le marché. Donc t'es tenté de décaler un petit peu ta fourchette de prix, mais sauf que quand tu fais ça, en fait, tu viens encaisser des pertes du coup qui sont permanentes, puisque bah, comme le prix d'Ethereum s'est décalé, ça a décalé un petit peu l'équilibre de ta pool. Tu génères des pertes comme ça. Et si tu fais beaucoup de rebalancement, tu perds beaucoup. Et du coup, pour faire la petite liaison avec les protocoles qui font ça de manière automatisée, c'est là généralement qu'il y a des pertes en fait sur ce genre de stratégie. Ils vont beaucoup rebalancer et perdre pas mal en faisant ça. Finalement, je suis quand même parti dans les explications. Bien sûr. Et tu vois ce que tu... Oui, c'est moi qui t'ai demandé aussi. Hein. Du coup, ça me fait penser, en fait, ce que tu décris sur la perte impermanente, du genre, on définit une fourchette entre 3000 et 5000 sur Ether, et si ça descend, on se retrouve qu'avec de l'Ether en dessous des 3000, et si ça passe au-dessus des 5000, je suis full stablecoin. En fait, ça me fait penser à un DCA à l'achat quand ça baisse, et un DCA à la vente quand ça monte. On peut Donc ça peut aussi rentrer dans une stratégie de... Ouais, justement, on peut se servir des pools de liquidité concentrés pour détourner en quelque sorte leur fonction et faire ce genre de DCA. L'avantage, c'est que tant que Ethereum ne bouge pas trop, on va dire, en termes de prix, ou n'importe quelle crypto d'ailleurs, hein, bah t'es dans le range, donc tu génères des frais. Ça peut être un plus par rapport à un DCA classique. Ah ok, ouais, mais c'est intéressant. Alors à titre personnel, les pools de liquidité concentrés, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, j'ai jamais expérimenté parce que de ce que j'ai vu quand même avec la volatilité,
même en prenant des blue chips, des cryptos comme Ether ou Bitcoin, mais c'est vrai qu'il y avait une pool Ether WETH USDC, je crois, qui était quand même assez génératrice de rendement, donc assez attractive. La notion de perte impermanente m'a quand même toujours fait peur. Et du coup, dans une stratégie de faire uniquement grossir un capital, je trouvais le risque un peu élevé et j'ai jamais franchi le pas de Ouais. tester cette stratégie. Ouais, c'est compréhensible, ça fait quand même assez peur et en plus, bah, c'est pas quelque chose. C'est vraiment, tu retrouves ça que sur les pools de liquidité, donc c'est pas une notion à laquelle t'es habitué. Mais les impermanent loss, c'est vraiment pas ça qui fait le plus peur. C'est les permanent loss, parce que les impermanent loss, si tu rentres et que le prix d'Ethereum est à 4 000 $, qui descend et qui remonte à 4 000 $, t'es revenu à l'équilibre. C'est des impermanent loss, donc elles sont pas permanentes, elles peuvent se rééquilibrer. Alors que les permanent loss, là, c'est permanent, donc c'est perdu, c'est perdu. Attends, je voulais embrayer vers un truc et j'ai oublié, tant pis, c'est pas grave. Ah si, non, c'est bon. De mon côté, sur ma chaîne Degen, j'ai lancé une série de vidéos il y a pas longtemps justement sur les pools de liquidité concentrés. Allez, tant qu'on est sur le sujet. Et de base, ma stratégie, c'était de générer le plus de frais possible sur une pool Ethereum USDC. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait quelques erreurs, mais en soi rien de très dramatique. J'ai encaissé quelques permanent loss, c'était pas terrible, et à un moment, j'ai décidé d'aller sur un autre token, voilà, sur une pool XPL USDT, parce que j'avais envie de spéculer un petit peu sur le token XPL. Le token, lors des liquidations qu'il y a eu autour du 10-11 octobre, il a pris assez cher. Il est passé de 70 centimes à 30 centimes en une soirée. À 70 centimes, j'étais déjà sorti de ma fourchette de prix. Donc ça veut dire que j'étais entièrement exposé au XPL. Donc comme son prix a été divisé par deux, même un peu plus de par deux, bah du coup j'ai divisé les liquidités que j'avais mis par deux. Voilà, j'étais entièrement exposé au XPL et c'était pas le but. Le but c'était de garder un capital plus ou moins stable. Pas évidemment pas stable parce que de base la stratégie c'était d'aller sur de l'Ether, mais voilà, j'avais pas prévu que XPL allait se ramasser autant et bah c'est les risques qui peuvent arriver et du coup j'avais commencé avec 1 000 $ sur cette pool et maintenant j'ai 400 quoi, donc ça peut arriver très très vite. Effectivement, ça fait partie des risques de cette stratégie. Et là dans ce cas-là après c'est vrai que ce qui s'est dans ce cas-là, j'avais pas été assez prudent. En fait, j'étais trop parti du principe que XPL allait monter. J'ai un peu trop laissé de côté le scénario où XPL pouvait descendre. Et du coup, j'ai mal réglé, en fait. Enfin, pas mal réglé. Au moment où je l'ai fait, je pensais que c'était bien. Mais par rapport au marché, j'ai mal réglé ma fourchette de prix. Et bah, je l'ai mis trop haute, en fait. J'aurais dû voir plus large, éventuellement descendre plus bas. C'est comme ça. C'est la vie. C'est pour ça que tu fais une analogie avec le trading, peut-être parce que c'est intéressant quand même d'avoir une lecture graphique qui soit, je vais dire, pas trop mauvaise, ou en tout cas en fonction des probabilités et du nombre de fois où tu vas répéter l'opération, être plus gagnant que perdant, d'avoir une lecture de la direction que peut prendre le marché dans le choix des fourchettes définies. En général, ceux qui font des pools de liquidités concentrées, je m'exclus un peu parce que c'est pas les stratégies que je fais d'habitude. Je reste en général plutôt loin des pools de liquidités concentrées. La preuve, hein, j'ai perdu 60% sur celle-ci. Ouais, généralement, ils vont quand même essayer de repérer quelques résistances, quelques supports, des trucs assez basiques. C'est rare que des gens aillent faire de l'analyse vraiment poussée et tout. Ça a pas spécialement d'intérêt parce que on va surtout chercher des scénarios où les tokens restent le plus stable possible pour générer le plus de frais possible. Ou alors éventuellement surfer une tendance un peu plus long-termiste. Voilà, à la baisse ou à la hausse, parce que si ça baisse, on peut accumuler plus d'une crypto, si ça monte, on peut faire une sorte de DCA plus ou moins, où on le vend un petit peu. Donc ça peut servir, c'est pas des outils à bannir si on veut faire de la pool de liquidité concentrée, mais je préfère insister dessus, c'est difficile. Et il vaut mieux commencer, tâter un petit peu le terrain avec des trucs stables, donc des stablecoins, de l'Ether et de l'Ether staké, si on veut vraiment s'intéresser aux pools de liquidité concentrée. Mais c'est comme le trading pour moi, c'est quand même beaucoup de perdants parce qu'il y a toujours cette directionnalité de marché qui intervient dans cette strate. Alors, on a peut-être commencé avec une des stratégies les plus complexes et les plus avancées pour investir dans la finance décentralisée. Peut-être qu'on peut maintenant passer à une stratégie
c'est une des plus complexes, mais une des plus importantes quand même, parce que ça permet d'échanger les tokens pour n'importe qui. Mais oui, on va passer sur autre chose. Sur peut-être une plus simple, sur la partie lending, peut-être lending borrowing, qui est souvent le plus accessible. Enfin, moi, je sais que pendant longtemps, j'étais exclusivement sur AAV et juste générer du rendement sur du stable avec la fonction prêt de AAV. Ben, on va embrayer sur ça. Alors le lending, c'est marrant, on peut aussi faire le rapprochement avec du trading, parce que sur les protocoles de lending, on peut s'amuser à faire plein de stratégies. La plus simple, c'est juste de déposer des stablecoins, des cryptos pour générer du rendement dessus. Parce que le principe des protocoles de lending, parfois on dit même lending borrowing, prêt et emprunt en bon français, c'est on a un côté prêt, on peut déposer des cryptos, et on a un côté emprunt, on peut emprunter des cryptos. Alors c'est pas comme à la banque, on n'arrive pas avec un dossier, tiens je vais mettre tant d'apport et je vais emprunter tant avec un taux sur X années, non. Sur la DeFi, il n'y a pas la possibilité de se faire saisir ou quoi que ce soit, ou en tout cas pas pour l'instant, donc le principe des protocoles de prêt et d'emprunt, c'est qu'on doit toujours avoir plus en collatéral que ce qu'on emprunte. En général, les débutants, ils voient pas trop l'intérêt. Pourquoi, si je mets 1000 $, j'emprunte 800 $, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, il y a plein de stratégies qu'on peut imaginer avec ça. Le plus simple, c'est, imaginons qu'on arrive avec du Bitcoin. Le Bitcoin, quand on le dépose sur AAV, c'est proche de 0%. Sur le papier, on voit peu l'intérêt de faire ça. Mais en déposant, du coup, on peut emprunter des stablecoins, par exemple, pour aller les faire travailler ailleurs, pour aller générer un rendement plus élevé sur un protocole plus ou moins dégène. Et il y en a certains aussi qui vont emprunter des stablecoins pour racheter du Bitcoin, éventuellement le redéposer, pour en remprunter un petit peu et venir faire une sorte d'effet de levier. En fait, sur Bitcoin, ça peut aussi servir à ça. Alors, on peut le faire dans l'autre sens, on peut même shorter Bitcoin avec ce genre d'outils. Ça peut être intéressant dans certains cas de faire du levier comme ça, mais bon, là, ça s'apparente à du trading, donc encore une fois, c'est comme les poules de liquidité concentrées, faut savoir où on veut aller, mais le plus simple, c'est le lending, on dépose des stablecoins pour justement les osos qui vont aller faire du levier ou qui vont aller emprunter pour faire je ne sais quoi. Voilà, ça c'est le plus simple, et parfois, il y a même des intérêts bonus. Les plateformes, elles veulent attirer un peu les liquidités, donc elles vont distribuer leurs tokens. Parfois, il y a les blockchains aussi qui ont des programmes où elles ont envie d'attirer un petit peu les liquidités chez elles. Donc des fois, on peut déposer des tokens en lending et avoir 10, 15, 20% dessus. Ça reste très volatile, hein, les rendements sur la DeFi. Il y a quelques rares cas où il y a des rendements fixes et on en parlera peut-être un petit peu quand on abordera Pendle, parce que ça, c'est un cas assez particulier, Pendle. Mais voilà, le lending, les poules de liquidité, quasiment toutes les stratégies sur la DeFi, les rendements sont volatiles. Donc oui, parfois, ça peut être élevé, mais ce qui est important, c'est d'essayer de trouver la source du rendement. Parfois, on va avoir des intérêts bonus, comme je l'ai dit, dans un token lambda, et souvent, on peut trouver dans des articles sur les réseaux sociaux du projet combien de temps va durer cette campagne. Parfois, s'il reste 1 mois, 2 mois, donc ils peuvent se permettre de distribuer beaucoup sur une petite période de temps. Ça fait des chiffres sexy, sympathiques. Ah ouais, 20% juste pour déposer des stablecoins, je m'y tenterais bien. Et voilà, ça marche. C'est juste de attirer les liquidités. C'est le gros principe. Et c'est pareil aussi sur les poules de liquidité, bien sûr. Et pour quelqu'un qui serait assez conservateur, quand on dit déposer du Bitcoin sur AAV, ça peut faire peur aussi. D'autant plus que je crois que c'est pas vraiment du Bitcoin, c'est du Bitcoin wrappé. C'est quoi pour toi les risques associés au lending? Alors, dès lors qu'on a du Bitcoin en dehors de la blockchain Bitcoin, il y a forcément un risque de contrepartie, parce qu'on va faire confiance soit à une entreprise, ça va être le cas du WBTC, soit éventuellement à du code, à un bridge, on appelle ça. Donc c'est des protocoles qui vont permettre de mettre des bitcoins un petit peu en séquestre sur la blockchain Bitcoin et d'émettre un Bitcoin synthétique. Voilà, ça peut être fait de manière on-chain. Je préfère dire on-chain maintenant que décentralisé parce que bon, on va pas rentrer dans le débat, mais bon, la décentralisation c'est compliqué. Donc on-chain, voilà, sur la blockchain. Sinon, il y a des entités comme le WBTC, etc. Ils le gardent en cold storage. Ils émettent leur WBTC sur un autre écosystème. Donc
C'est un peu comme un stablecoin en fait. Ça suit la valeur du Bitcoin à tout moment parfois dans certains cas. Le WBTC, je crois que c'est pas n'importe qui peut aller toquer chez l'entreprise qui l'émet et dire tiens je t'échange un WBTC, tu me donnes un Bitcoin. Il me semble pas, mais ça a pas mal changé chez eux, donc peut-être que maintenant c'est possible. Mais voilà, il y a des protocoles chez qui on peut aller n'importe quand. Tiens, j'ai du Bitcoin wrappé sur Ethereum, je te l'échange, tu me rends du Bitcoin normal sur Bitcoin. Je préfère ces protocoles-là, mais il faut dire qu'ils sont quand même plus petits, on va dire. Mais voilà, c'est le risque. On prend un risque de contrepartie. Si l'entreprise derrière, ils pipotent par exemple, ils disent qu'ils ont tant, alors qu'en vrai ils ont pas tant. Coucou FTX par exemple, ou ouais parce que FTX. Disons que ils avaient le Bitcoin sur Solana, je sais plus si c'était FTX ou Alameda qui backait le Bitcoin, mais voilà, je pense que la plupart des gens savent qu'il y a eu un petit problème avec FTX, ils ont peut-être fait faillite et du coup le Bitcoin wrappé sur Solana, il est allé quasiment, il est pas allé à zéro non plus, mais il a vraiment pris très très cher, il valait plus un Bitcoin en tout cas. Et on a eu le même cas aussi sur Phantom en 2022, il me semble. Il peut y avoir des problèmes quand c'est centralisé, du coup avec ce qu'il y a eu sur Solana, et décentralisé avec ce qu'il y a eu sur Phantom. Hein. Donc il y a des risques des deux côtés. Et ça peut arriver. Alors je crois que c'est les deux. Ah non, si je cherche, il y a peut-être d'autres exemples, mais bon, on va pas tout citer. Le but c'est pas de faire une liste. Faut juste garder à l'esprit que il peut y avoir des risques quand on détient du Bitcoin en dehors de la blockchain Bitcoin. Il faut voir ça un peu comme un stablecoin. Et pour quelqu'un qui déposerait des stablecoins en lending, tout simplement, comme ce que j'ai pu faire sur AAV, c'est quoi le risque ou les risques principaux? Alors, comme tous les protocoles sur la DeFi, il y a un risque commun à tous les protocoles. On est sur du code. Bien souvent, les protocoles vont se faire auditer, donc ils vont faire relire leur code. Et quasiment tous les protocoles sont open source aussi, donc n'importe qui peut aller voir, peut aller identifier des failles. Il y en a même dont c'est le métier de chercher des failles. On appelle ça des hackers éthiques, des white hats, éventuellement pour les anglophiles. Donc l'avantage et le désavantage du coup, c'est que tout est visible, tout repose sur du code. Il y en a qui sont très fans de ça, il y en a pour qui c'est vecteur de risque ou quoi que ce soit. Mais bon, dans les faits, c'est comme ça que ça marche. Donc il peut y avoir un risque de hack sur n'importe quel protocole. Il y a un élément qui est important sur la DeFi, c'est quand même le temps. Plus un protocole reste longtemps sans se faire hacker, et plus c'est bon signe. Parce que comme je l'ai dit, c'est open source, n'importe qui a les compétences peut aller chercher une faille. Donc AAV typiquement, il y a déjà des failles qui ont été trouvées sur AAV, mais il n'y en a aucune qui ont été exploitées par quelqu'un de malicieux avant que ce soit découvert. Donc pour l'instant, AAV, c'est un des bons élèves, et il y en a quelques autres. Oui, parce que j'ai l'impression que AAV, c'est le plus gros protocole de finance décentralisée en TVL, si je dis pas de bêtises. Ça, des fois, il descend un petit peu. Des fois, ça se joue un petit peu entre Lido et AAV, mais je crois que là, AAV est premier, et je pense pas qu'il va reperdre sa place de premier. Ouais. Il y en a de plus en plus qui se lancent également. Moi, j'en vois de plus en plus apparaître sur différentes blockchains, plus ou moins nombreuses. Est-ce que pour toi, enfin oui, tu me diras certainement oui, mais c'est plus risqué d'aller sur ces protocoles-là? La plupart du temps, oui, mais il y a toujours des petites exceptions. On vient de parler d'AAV. AAV, ils ont parfois certains, je sais pas si on peut appeler ça des accords, des partenariats, peu importe, mais en gros, ils déploient un petit peu leur code, ou ils prêtent, on va dire, leur code à d'autres protocoles. Parfois, il y en a qui vont le copier, comme c'est open source, on peut recopier AAV. S'il n'y a pas l'autorisation, on va dire, d'AAV, enfin, c'est pas une question d'autorisation, mais si c'est pas, j'arrive pas à trouver les termes, mais si AAV ne valide pas la copie de son protocole, il y a des chances que ce soit pas mis à jour ou quoi que ce soit. Donc il y a des exceptions quand même. Sur la blockchain Inc en ce moment, on a quelque chose qui s'appelle Tidro, ça reprend le code de AAV. Morpho aussi, qui est un autre protocole de lending, c'est un petit peu la même chose. Sur certains écosystèmes, ils ont laissé un peu leur code dans la nature. Pareil pour Uniswap. Donc on peut utiliser certains protocoles qui sont pas brandés, on voit pas le nom Uniswap ou Morpho quand on va dessus, mais derrière ça utilise bien leur tech. Faut essayer de creuser un petit peu pour savoir si c'est juste un fork, quelqu'un qui a copié comme ça parce que le code est open source, ou si c'est un fork autorisé, on va dire. C'est pas le bon mot autorisé, mais vous avez l'idée, quoi, qui est validé par le protocole qui est derrière.
Mais la grosse majorité, évidemment, des protocoles, c'est pas des protocoles. Ils vont reprendre éventuellement des parties de code ou les codes de gros protocoles déjà existants. Mais oui, en général, c'est des nouveaux trucs, c'est plus risqué. Hmm. Et j'ai remarqué sur tes vidéos, en tout cas, je découvre toujours des nouveaux protocoles. Comment tu Mm. fais pour être au courant de tout ce qui sort en finance décentralisée, tous ces nouveaux protocoles que tu vas tester, tu les découvres comment, toi? Alors pour ça, j'ai deux sources principales. La première, c'est la Bible de la DeFi, DeFi Lama. C'est le site le plus complet Hmm. qui existe sur Terre sur la finance décentralisée. C'est quand même assez fou. C'est une énorme base de données en fait, où il y a plein d'informations. Alors depuis peu, il me semble qu'ils ont une sorte d'abonnement, je crois, ou quelque chose comme ça, pour avoir accès à quelques fonctionnalités en plus, mais ça a très longtemps été toujours gratuit, et aujourd'hui on peut utiliser 99% des outils du truc gratuitement. Donc déjà j'aime bien ce côté-là de DeFi Lama, et ouais, il répertorie énormément de choses. Donc on peut voir assez rapidement quand il y a des trucs qui sont listés, parce que souvent les gens qui lancent des protocoles, ils vont envoyer en gros leur CV, on va dire, ils vont envoyer leur protocole à DeFi Lama, et ça va très souvent être listé. Alors évidemment, ils font quand même, j'imagine que derrière, ils ont des petits outils pour vérifier quand même s'ils vont pas lister des saloperies. Mais il y a toujours deux, trois trucs hein, qui sortent un petit peu, qui sont... j'arrive pas à trouver les mots, du coup je fais juste des bruits bizarres. Mais vous avez l'idée, hein, des protocoles qui arrivent et qui sont pas très sympas. Je me rappelle sur Scroll qu'il y avait un protocole Ouais. qui s'appelait Token, qui a été top 2 en termes de TVL, en termes d'argent déposé sur la blockchain Scroll. Et c'était plus ou moins un Ponzi, un scam. Hein, voilà, le token, du jour au lendemain, il a fait un moins 99%. Allez, ciao. C'était quelque chose, Scroll aussi. Ah ouais. Mais voilà, sur DeFi Lama, on a vraiment beaucoup Et du coup, tu d'informations. connais. Ah désolé, on a beaucoup d'informations. Et la deuxième source, c'est Twitter. Souvent, il y a des gens qui partagent des choses, qui partagent leurs découvertes. Donc ça peut être un autre vecteur aussi d'information. Ouais, du coup, tu as une liste de comptes que tu suis et tu vas checker régulièrement ce qu'ils peuvent partager. Mais du coup, tu parles de la blockchain Scroll. Tu vois, moi, c'est une blockchain que je connais pas du tout. Et dans la finance décentralisée, enfin, en tout cas, moi, ce que je trouve assez sympa aussi, c'est qu'on est sur la blockchain. Tu vois, après, d'aborder un peu peut-être quelque chose qui peut faire débat, c'est sur la notion de décentralisation. Je vais Mais en être tout cas, honnête, c'est il y a, y a- on-chain. y a pas Et trop donc, de tu testes. débat. Il n'y a pas trop de débat sur la décentralisation en vrai. Ouais, Mais je vois ce que ouais. tu veux dire. Et donc, du coup, tu expérimentes directement sur toutes ces blockchains, en fait, la finance décentralisée. Et est-ce que toi, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour expérimenter? Donc, j'ai le sentiment, tu me dis si je me trompe, mais que tu aimes bien tester, découvrir des nouvelles blockchains, des nouveaux protocoles, et de voir un peu comment c'est fichu, comment ça fonctionne. Et à côté de ça, du coup, quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux où tu vas du coup faire fructifier ton capital. Ce sont quelles blockchains sur lesquelles tu as le plus confiance et sur lesquelles tu vas mettre le plus de capital? C'est une bonne question. En soi, ça peut changer avec le temps. Typiquement, quand j'étais arrivé en 2021, il n'y avait pas 10 000 Oui. écosystèmes, donc j'aurais dit la Binance Smart Chain, voire Mm. Ethereum si j'avais les moyens, parce qu'Ethereum était vraiment cher à l'époque. Mm. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu mes deux hubs principaux. Quand je sais pas trop quoi faire sur la DeFi, je finis quasiment toujours par revenir sur Base et un peu Arbitrum, même si c'est Mm. plus Base maintenant qu'Arbitrum, je trouve. Mais c'est très au fil du temps, c'est un peu la mode c'est un peu comme la mode sur la DeFi. Ça change assez souvent. Il y a toujours des blockchains qui viennent avec une nouvelle proposition de valeur qui la plupart du temps est donc ça bouge beaucoup. C'est un écosystème qui est en perpétuel mouvement. Ouais. Après, Ethereum reste quand même Ok. le leader incontesté pour l'instant. C'est la blockchain sur laquelle il y a le plus de TVL. Je sais même pas si c'est descendu en dessous de Mm. 50% de tout ce qu'il y a sur la DeFi. Et je le répète au cas où, hein, TVL, c'est l'argent Je crois pas. déposé sur des protocoles. Ouais. Tu fais bien de le préciser. Oui, je crois pas que ce soit descendu en dessous de 50, hein. Enfin, Ouais, ou alors je c'était pas suis longtemps. je suis pas sur la DeFi à fond comme toi, mais je vais sur DeFi Lama quand même régulièrement. Et pour moi, ça descend pas en dessous des 50. Et si tu prends les layers 2 d'Ether comme Base, Arbitrum, clairement pas. Moi, la DeFi, je découvre un petit peu plus maintenant.
puisque jusqu'à présent j'étais plutôt juste en landing sur AAV, quelque chose du coup de très basique, de très simple et je juge moi en tout cas très sécure. Euh, et donc moi qui m'y intéresse un peu plus maintenant, du coup je vais plus sur Base qu'autre chose. Mais je me permets, c'est pas une mauvaise chose de juste faire du lending ou quoi que ce soit. La finance décentralisée, peut-être qu'on appellera ça on-chain plus tard, j'espère, parce que je trouve que c'est un terme qui colle plus. Donc la finance décentralisée, Oui. c'est tout un tas d'outils. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y en a qui... La dernière fois, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui en fait depuis 2021-2022. Récemment, il a eu une mauvaise expérience. Je crois que c'était lors des liquidations. Il a quasiment tout perdu. Et voilà, enfin, non, je crois 60-70%. Peut-être pas tout non plus, mais voilà, une grosse partie. Tous les gains en fait qu'il a fait depuis ce temps-là Hmm. ont été annulés d'un coup. Alors, pour être honnête, il devait peut-être faire un petit peu d'effet de levier par-ci par-là, je pense. Mais on peut avoir une mauvaise expérience du jour au lendemain. Ça peut être un hack ou quoi que ce soit. Donc ça peut arriver malheureusement ce genre d'expérience. Alors tout perdre vraiment du jour au lendemain, si on reste prudent, si on se diversifie sur plusieurs protocoles, faut quand même vraiment avoir pas de chance du tout pour que ça se produise demain. Mais Hmm. faut jamais l'écarter. Il peut toujours y avoir des catastrophes et c'est souvent quand il y a une catastrophe qu'on se rend compte qu'on était trop concentré à un endroit. Oh mince, j'avais mis 20% de mon portefeuille ici, j'aurais pas dû. Oui. Donc c'est un truc important quand on a 100 dollars sur la DeFi, ça sert à rien de se diversifier, de mettre 10 dollars par-ci, 10 dollars par-là. Mais quand on commence à avoir un peu plus de capital, c'est un truc important à faire, c'est quand même de se diversifier. Voilà. Mais il n'y a pas de mal à juste faire du lending. Hmm. C'est une Une stratégie simple qui diversification. peut aller à beaucoup de monde. Rentrer dans des trucs compliqués, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est assez chronophage. Et la plupart du temps, vous avez beaucoup de chances de sous-performer Bitcoin. Donc voilà, parfois less is more, comme on dit. Tout à fait. Et quand tu parles de diversification, tu parles de diversification de blockchain, de protocole, de stratégie. C'est ça. Éviter d'être mono-stratégie. Sur la même blockchain, je dirais dans l'absolu, c'est mieux d'aller sur plusieurs écosystèmes quand même. Mais bon, si on fait Ethereum et des Layer 2, bah s'il y a un problème sur le cœur, sur le noyau de tout ça, sur Ethereum, bah voilà, être sur des Layer 2, ça va peut-être pas vous aider dans ce cas-là. Toi, à titre personnel, tu as déjà subi des hacks ou des pertes comme ça suite à une chute vertigineuse de prix ou des liquidations parce que tu étais sur une boucle de prêt d'emprunt Alors déjà, on a cité mon expérience sur la pool de liquidité concentrée qui m'est arrivée il y a pas longtemps, où j'ai perdu du coup Ouais. 60% de ce que j'avais mis dessus quand même. C'est un peu impactant. Mm. Un peu plus tôt dans l'année, j'ai subi un hack aussi sur le protocole Nemo. On va pas reparler de Nemo, mais on va reparler de Pendle, je pense, un petit peu plus tard. Et Nemo, ça fonctionnait pareil. Voilà, ça peut arriver. Et ça fait des années que j'ai un portefeuille que je monte publiquement, que je montre ce que je fais dessus. J'en ai fait des erreurs depuis ce temps-là, mais bon, je suis quand même content. J'ai commencé le portefeuille avec 5000 dollars dessus, et aujourd'hui, je dois avoir 17, 16 000, quelque chose comme ça. Étonnamment, 2022, malgré plein de pertes, plein de problèmes que j'ai eu, comme Bitcoin s'est bien pété la gueule, je l'ai surperformé, j'ai fait mieux que lui en détenant des stablecoins et en perdant quand même de l'argent avec. Donc, comme quoi, des fois, il faut voir aussi les choses du bon côté. Mais depuis le bottom, on va dire, de Bitcoin, si j'avais été full BTC à ce moment-là, et en plus je crois que j'étais full BTC à un moment vers le bottom, donc c'est ça le plus ironique dans l'histoire, aujourd'hui j'aurais plus. Après, avec le temps, je cherche pas à avoir plus, je me suis un peu découvert, j'ai découvert un petit peu ma nature d'investisseur. Et moi, ce qui me convient, c'est d'avoir une bonne partie de mon portefeuille en Bitcoin, c'est pour me garder mon exposition au marché en ce qu'il y a de plus solide, je trouve. Et j'ai une bonne poche avec de l'Ether et des stablecoins et peut-être d'autres tokens de temps en temps quand j'ai envie. Ça me permet de farmer parce que c'est une passion pour moi la DeFi. Vraiment, j'adore faire ça. Je sais pertinemment que j'ai plus de chances de sous-performer juste le hold de Bitcoin, mais c'est pour ça que j'ai trouvé un peu mon équilibre. Voilà, j'ai du Bitcoin et de quoi farmer, de quoi faire mes carabistouilles comme j'aime le dire. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu entends par farmer? Farmer, c'est un terme un petit peu générique, hein, c'est juste le fait de faire une stratégie sur la finance décentralisée. Donc, mettre des stablecoins sur un protocole de lending,
je vais dire que c'est du farming. Mettre des trucs dans des pools de liquidité concentrés, faire du delta neutre, c'est du farming. C'est un peu un mot qui englobe tout. D'accord, ok. Ok, parce que moi je l'entendais surtout principalement pour les airdrops. Farmer des airdrops, c'est effectuer, en tout cas tel que moi je l'avais compris, c'est effectuer des actions en vue d'être éligible à un potentiel airdrop. Bah là, Toi tu l'appliques un peu plus largement, quoi. ouais, c'est ça. En fait, le mot farm, il peut s'appliquer à deux familles, entre guillemets. Il y a le yield, donc le rendement, et les airdrops. Les deux sont pas incompatibles, hein. On peut farmer du rendement et des airdrops, mais moi, je vais privilégier surtout le rendement. Même si, bon, il y a toujours, avec des si on refait le monde, mais il y a des fois où j'aurais peut-être dû privilégier un petit peu le farm, faire des transactions débiles, juste pour avoir un peu plus d'airdrops. Dans certains cas, ça aurait été mieux, mais j'ai pas de boule de cristal. Enfin, si j'en ai une, mais c'est une boule décorative, malheureusement, elle me prédit pas l'avenir. Et du coup, au niveau des airdrops, c'est pas forcément quelque chose que tu cherches. T'es pas un chasseur d'airdrop. Ou De un petit temps peu en quand temps, il y a même. quand même des trucs que j'aime farmer. En ce moment, j'aime bien farmer Sonium et Ink. J'ai aussi la fâcheuse tendance à aller sur des écosystèmes un petit peu reculés, hein. En 2021, je crois que j'étais le seul francophone quasiment à parler de la UOB EcoChain. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ou quasiment plus, c'est mort. Donc, de temps en temps, je farme quand même. Enfin, c'est même pas de temps en temps, j'essaye de trouver quand même parfois des trucs où je peux faire du rendement et des airdrops, mais je suis pas un farmer d'airdrop pur et dur. Je trouve que je suis juste un farmer de yield, un farmer de rendement. C'est comme ça que je me définis. C'est très 2025. C'est mon genre, je suis farmer de yield. Et aujourd'hui, ton yield, ton meilleur yield, tu le trouves dans quoi? Ouais, ça bouge tout le temps, ça c'est comme les blockchains, hein. Un coup t'as tel écosystème qui va faire parler un petit peu de lui, qui va être populaire. Je sais juste qu'il y a des protocoles, ils sont là, j'y reviens assez souvent. AAV typiquement, en ce moment je dépose du Bitcoin sur AAV, donc du Bitcoin wrappé, on en a parlé un petit peu plus tôt. J'emprunte des stablecoins par-dessus que je vais faire travailler ailleurs. Donc AAV c'est pas là où on va voir les meilleurs rendements, mais ça reste quand même un protocole qui revient assez souvent pour moi, ouais, en tout cas pour l'instant. C'est encore une fois, c'est peut-être Mhm. amené à évoluer, mais là tout de suite, où est-ce qu'il y a des meilleurs rendements? Ouais, ceux qui ont du temps et du capital, le delta neutre, ça peut être intéressant, mais bon, comme je dis, c'est assez chronophage et c'est comme toutes les stratégies, hein, il peut y avoir des mauvaises surprises lors des liquidations. Sur certains exchanges, ça s'est bien passé, mais sur d'autres, sur Lighter par exemple, qui a été inactif pendant 4h30, ça a pu plus ou moins bien se passer pour certains. Donc c'est des risques à prendre aussi. Mais le delta neutre, ça peut très très bien payer. Après, c'est parce que les fameux acteurs sophistiqués dont j'ai parlé, c'est des stratégies sur lesquelles ils sont pas encore performants, on va dire. Typiquement, les pools de liquidité concentrés, le lending, ça existe depuis longtemps. Donc maintenant, on a des managers de liquidité qui vont aller faire des stratégies sur tout ça. Mais les perpétuels, bah, la grosse hype, le gros engouement, c'est quand même venu avec Hyperliquid et ça reste relativement récent. Je pense qu'à terme, ça deviendra plus trop une stratégie rentable de faire du delta neutre ou beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça peut être à creuser pour ceux qui sont curieux. On a évoqué plusieurs fois la notion de delta neutre. Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe? Ouais, désolé, j'aurais dû rentrer dedans en l'abordant. Le delta neutre, c'est tout simple sur le papier. C'est parier à la hausse et à la baisse en même temps sur une crypto. À chaque fois, je le dis, mais quand on est débutant, quand on connaît pas, on voit pas l'intérêt. Ça sert à quoi d'être exposé à la hausse et à la baisse en même temps? Eh ben, on peut Mhm. être payé sur une des deux directions, parfois même sur les deux directions. On peut être payé à shorter parce que sur les protocoles de perpétuel, les protocoles sur lesquels on va venir trader, on a un système qui s'appelle des fundings. C'est des frais qui sont payés soit par ceux qui parient à la hausse, soit par ceux qui parient à la baisse. Ça peut s'inverser, c'est volatile, hein, comme partout sur la DeFi. Mais du coup, ce système de funding fait qu'on peut être payé à shorter. Et il y a même des stratégies où on vient faire de l'arbitrage sur ces fundings. On va shorter un token sur une plateforme A pour être payé et parier à la hausse sur une plateforme B pour être payé aussi ou éventuellement parce qu'il y a un écart assez significatif entre les deux fundings. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué. On rentre dans quelque chose d'assez... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande quand même du temps et un poil de pratique. Mais je dirais que c'est un peu en dessous des pools de liquidité concentrés. C'est peut-être moins accessible parce qu'il faut du temps et quand même un peu de capital,
c'est une stratégie qui, une fois qu'on a commencé à l'utiliser un petit peu, on prend les automatismes et comme c'est delta neutre, justement, on n'a pas ce côté de faut suivre le marché comme avec les poules de liquidité concentrées. Alors, toujours dans un souci d'expliquer le vocabulaire, les funding rates, c'est quoi? Les funding rates, du coup, c'est un frais qui sert à équilibrer les gens qui parient à la hausse et à la baisse. Voilà, globalement. Donc, quand il y a trop de... Je synthétise beaucoup parce que c'est plus compliqué que ça dans les détails, mais en gros, quand il y a trop de gens qui parient à la hausse, ils vont payer un frais pour équilibrer un petit peu les positions sur les carnets d'ordre. Donc, ils vont littéralement payer pour pouvoir trader à la hausse et ils vont payer qui? Ceux qui sont en face, ceux qui shortent. Donc ce système de funding rate, il sert un peu à ça, à équilibrer les forces acheteuses, les forces vendeuses. Ouais. Et du coup, il y a des périodes où c'est plutôt ceux qui long qui vont payer ceux qui short, et d'autres périodes où ça va être l'inverse, c'est ceux qui short qui vont payer ceux qui long. Je suppose, quand on est en tendance haussière, les gens ils vont plutôt être longs, donc c'est les longs qui vont payer les shorts, et inversement, tendance baissière, c'est les shorts qui vont payer les longs, puisqu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont shorter le marché en tendance baissière. Je dis une bêtise quand je dis ça ou... Non, tu dis pas de bêtises, mais comme d'habitude, il y a toujours des exceptions. Le token Pump de Pump Fund, par exemple, quand il a été lancé, si tu regardes son graphique sur les 2 premières semaines faciles, il a fait que baisser. Donc tu serais tenté de te dire qu'il y a plus de gens qui l'ont shorté, mais non, les fundings sont restés positifs tout le long. Donc ça veut dire que tu étais payé justement à shorter. Voilà, donc le sens dans lequel va une crypto, c'est pas représentatif de ses fundings, ça peut être opposé. Voilà, c'est pas parce que tu as une crypto qui monte que les fundings vont être dans le positif et inversement. Ouais, ouais. Et du coup, je me pose une question, je te pose une question, si je paye, si j'ouvre une position longue d'un côté et une position short de l'autre, donc je suis plus exposé à la volatilité, parce que si ça monte, je suis gagnant là, perdant là, et inversement, donc ça s'équilibre. Mais par contre, les frais, donc le taux de financement, les funding rates, je vais devoir les payer sur le long et je vais les récupérer sur le short, dans le cas où on est sur les longs qui payent les shorts. Et du coup, comment je gagne de l'argent si je les paye d'un côté, mais je les récupère de l'autre? Alors, la notion d'arbitrage, il y a un truc important, c'est que tu vas pas le faire sur la même plateforme, parce que, voilà, comme tu le dis, c'est les mêmes. Si tu restes sur la même plateforme, tu vas payer d'un côté et récupérer de l'autre. Donc, ça sert vraiment à rien de faire ça sur la même plateforme. En fait, je l'ai mal expliqué, ça c'est vrai. Ce qu'on va chercher, c'est 2 plateformes qui ont chacun leur marché, et parfois il y a des écarts de funding rate, c'est même assez fréquent. L'idéal, c'est d'avoir des fundings positif d'un côté et négatif de l'autre. Comme ça te donne tout de suite la directionnalité que tu dois prendre. Si c'est négatif, parie pas à la baisse. Eh oui, on parie à la hausse pour récupérer les fundings. Si c'est positif de l'autre côté, on parie à la baisse pour récupérer les fundings. Voilà, donc on va chercher justement 2 plateformes, mais ça demande, quand je dis que ça demande du temps, c'est que ces fundings, ça s'actualise très souvent. Et parfois, on commence une stratégie, 1 heure après, c'est revenu à l'équilibre des 2 côtés, la stratégie est plus payante. Ouais. Donc on peut soit prendre le truc on la laisse un petit peu tourner, voir si ça repart dans le bon sens, ou alors on essaye de la couper. C'est quoi les pourcentages les plus fous qu'on peut voir sur les fundings? Alors, ça peut aller à des montants qui sont débiles, et en général, quand on a des fundings qui sont à 4 chiffres, il faut pas y toucher, c'est dangereux, parce qu'il y a un autre, le but c'est pas de faire non plus un tuto complet sur le delta neutre, mais il y a un autre truc qui est important, c'est le slippage, ça va être l'écart sur le carnet d'ordre entre ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter. Là, si on va voir sur Hyperliquid, sur du Bitcoin, j'ai dit slippage, le spread, je voulais dire, donc l'écart du coup entre les deux. Si on va voir du coup sur Hyperliquid, sur le Bitcoin, on va être sur du 0,01%. Mais si on va sur un token qui vient d'être lancé, par exemple, qui fait beaucoup parler de lui, je vais citer le token de Trump, par exemple, son même coin. Lui, au tout début, les fundings, c'était monté à 3-4 000%. C'était complètement débile. Mais il fallait éviter d'y toucher, parce qu'il y avait un spread tellement élevé, on parlait en pourcentage. Ça voulait dire que instantanément, dès qu'on ouvre une position, on perd plusieurs pourcents sur sa position. Et évidemment, c'est pas resté éternellement à 3-4 000% au niveau des fundings. Alors moi, je voudrais te partager un petit retour d'expérience sur le delta neutre, du coup, que j'ai commencé il y a peu de temps, que j'ai découvert il y a 2 mois. Ce que je fais, et tu me dis ce que tu en penses, c'est que j'ouvre en spot
du coup, pour pas payer de funding en longue, et de l'autre côté, je short pour du coup récupérer les funding euh, du short à la baisse en recherchant du coup des jetons qui sont rémunérés pour shorter. Parce que Pas de comme problème. tu le dis, en fait, les fundings, ça évolue en temps réel, un peu comme les pourcentages en finance décentralisée sur les prêts et l'emprunt, c'est des choses qui s'actualisent en temps réel. Les fundings, ça s'actualise en temps réel. Et du coup, je me dis que ça limite en fait l'exposition sur le long. Euh, et que du coup, je suis juste soumis à enfin, c'est pas la volatilité, mais la variation de funding sur le short. Du coup, cette stratégie, c'est pas de l'arbitrage, c'est vraiment une stratégie en delta neutre assez classique. L'arbitrage, enfin, c'est plus compliqué du coup, ça peut aller chercher plus de rendement. Avec une stratégie comme ça, on va être sur quelque chose qui va essentiellement payer d'un côté, donc sur le short, on va Mm. chercher à avoir des fundings positifs pour pouvoir shorter, pour être payé. Alors, c'est pas incompatible, on peut s'amuser à aller staker le token, le déposer sur des protocoles de DeFi pour même farmer des airdrops. Ça peut être bien si on a juste des stablecoins par exemple et qu'on veut farmer un truc qui demande d'être avec autre chose qu'un stablecoin. Le risque en faisant ça, le mieux c'est de le garder évidemment sur une plateforme où on peut mettre un ordre limite pour le vendre si jamais on a un souci avec le short. Mais sur Ethereum par exemple, ou Bitcoin ou Solana, on peut se permettre éventuellement de, comme c'est moins volatile, d'aller en staker ou quoi que ce soit. Ça reste risqué parce que si à tout moment sur le short on se fait liquider, parce qu'évidemment le short Oui. c'est pas magique, si le prix monte trop, notre position va finir par sauter, l'exchange il va pas pouvoir la conserver. Donc si je perds mon exposition à la baisse et qu'il me reste plus que l'exposition à la hausse, du coup dans ce cas-là je suis plus en delta neutre. Donc faut faire attention, Mm. juste garder le token c'est une bonne chose. Si on veut aller farmer quelque chose en plus, il faut éviter de le faire avec un token trop volatile. Parce que sinon on Ouais. peut se retrouver dans le scénario où on peut pas le vendre tout de suite et on peut être embêté ensuite. Mm. Bah, généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un stop loss en fait des deux côtés. Dans le short, enfin du coup c'est un take profit dans le long, enfin c'est pas vraiment un long, mais sur la Ouais, ouais, position ouais. spot, j'ai un take profit et un stop loss sur le short au même prix. Après, encore faut-il que si je suis sur deux plateformes différentes, que le prix soit le même sur les deux plateformes pour bien que ça coupe en même temps et qu'il n'y ait pas une position coupée et l'autre qui reste en route avec un changement de direction du prix, bon, ça peut être, ça peut C'est être ça embêtant, le quoi. c'est ça le risque principal. Il y a aussi encore une fois le spread qui peut intervenir parce qu'en général quand tu vas mettre des take profit etc ça va lancer un ordre au marché ensuite. Si tu es dans un moment où comme il y avait les liquidations récemment, il y a beaucoup de volatilité, tu peux avoir un Mm. écart qui peut être impactant, mais c'est quand même assez rare ce genre d'événement. Je peux Ouais. pas dire que ça existe pas, mais c'est relativement rare. Donc c'est un risque, mais c'est la manière la plus safe, on va dire, de faire du delta neutre. C'est là que tu prends le moins de risques. Tu vas pas venir accumuler Mm. les protocoles, etc. Tu peux même tout Et la, faire directement sur Hyperliquid, hein, ce genre de stratégie. Acheter du pump par exemple sur Hyperliquid et le shorter en même temps. ouais. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ces stratégies-là vont donner en cas de marché baissier? En marché baissier, comme d'habitude, il y a toujours des exceptions. Peut y avoir des moments où c'est intéressant de le faire, mais le delta neutre, c'est pas une stratégie 4 saisons, comme j'aime le dire. Mm. C'est pas une stratégie 4 saisons. Des fois, il y a des moments où c'est pas intéressant de faire du delta neutre, hein. Quand le marché est vraiment très baissier, en général, les fundings, ils vont pas être très positifs, donc ça va être difficile de Mm. trouver des tokens à shorter. Donc, c'est Ah, bien, là, je trouve, d'avoir cet outil-là, de le connaître, mais c'est pas 4 saisons. ouais, ouais, bien sûr. Ben, là, quand je vais sur Hyperliquid, tu peux filtrer par funding, tu vois, décroissant ou croissant. Et c'est vrai que tu vois que tu as quand même beaucoup de jetons qui sont en négatif violent, quoi, hein. C'est Ah ouais. moins 100%, moins 600, enfin, ça monte assez fort dans les négatifs. Il y a un site qui est pas mal pour faire l'arbitrage où tu sélectionnes les plateformes sur lesquelles tu veux voir les données et qui te calcule du coup le gain que tu peux faire en faisant de l'arbitrage en fonction des plateformes. Euh, et tu vois que les pourcentages ils font mal, hein. Je sais pas, je vais le partager vite fait. Je sais pas si tu le connais ce site. Ah bah évidemment que je le connais, c'est le site de Ouais. GHZ.
Et du coup, là, il donne l'arbitrage le plus intéressant, c'est d'aller long méga sur lighter et d'aller short sur hyperliquid. Et là, tu gagnes en fait des deux côtés, si je comprends bien. Tu gagnes en long et tu gagnes en short. Ou des fois tu gagnes d'un côté et sur l'autre tu perds moins. Parfois les fundings ils sont Oui, tu positifs des perds deux moins. côtés, mais des fois Oui. c'est tellement élevé sur une plateforme et plus presque neutre sur Mm. l'autre que tu peux jouer quand même des arbitrages comme ça. Et ce qui est super intéressant sur son site aussi, c'est que si tu cliques sur n'importe quel token, tu peux avoir l'historique. Et bon, le Ouais. passé c'est pas représentatif de ce qu'il va y avoir sur le futur, mais ça peut quand même donner une idée, une tendance, ou alors voir si parfois c'est juste très volatile. Des fois t'as des tokens, les fundings ils montent super haut, ils redescendent super bas d'un coup. Et des fois, en moyenne, Mm. sur 7 jours, sur 30 jours, les strats sont pas intéressantes. Donc, clique juste sur un token, n'importe lequel, et tu vas voir, Donc là, c'est c'est, DYDX. Et là, effectivement, tu vois que tu as des montées. Tu parlais de 4 chiffres. Là, c'est 1138%. Ça, c'était il y a 12 jours, le 11 octobre. On Voilà, se donc c'est demande ce qui tantôt s'est passé négatif. le 11 octobre, tiens. Ah bah oui, c'est ça. Et là, c'est plutôt, ouais, plutôt positif pour DYDX. Là, je pense que c'est global sur toutes les plateformes, hein. Oui, les 11 91. octobre, c'est pour mettre un peu le contexte, si jamais il y en a qui écouteraient ça plus tard, c'est le fameux jour où il y a eu d'énormes liquidations sur le marché crypto suite à l'annonce de Trump par rapport aux tarifs sur la Chine. Enfin, c'est un classique, on a l'habitude, mais ça avait été particulièrement violent ce jour-là. Ouais. Et donc, par rapport à ce que tu disais, par exemple sur DYDX, si tu le fais sur Hyperliquid et sur Lighter, tu, là, tu fais quoi? Tu short sur Hyperliquid et tu long sur Lighter. Et en Je le fait, même vois. si tu es en négatif. Attends, je vais le mettre de mon côté parce que sur le retour, je vois pas les chiffres assez gros. Attends, je vais te dire ça. D'accord. Alors, sur DYDX. Ah bah là, non, t'as zoomé, je vois mieux maintenant. Ouais, ouais. Donc, les deux sont dans le négatif. Du coup, il faut aller parier à la hausse sur celui où c'est le plus négatif et parier à la baisse sur celui où c'est Ouais, le moins c'est ça. négatif. Dans ce cas-là. Hmm. Mais Et là, au final, tu es gagnant de la différence. et je préfère refaire un mot dessus, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. L'arbitrage, les funding rates, ça demande quand même beaucoup de temps. Parfois, on peut avoir des surprises, ça peut s'inverser rapidement. Et long terme, dans peut-être 1 an, 2 ans, je pense que ce sera beaucoup moins accessible comme stratégie. Comme je l'ai dit, il y a des acteurs spécialisés qui finiront Hmm. par s'y mettre. Et pour l'instant, c'est une opportunité, ce genre de stratégie, mais ça va pas durer éternellement. C'est comme ça sur la DeFi, c'est un roulement perpétuel. Comme vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, nous sommes sur la première partie. Alors, ce n'était pas vraiment prévu, donc j'ai pas de fin pour conclure cet épisode. Donc là, je suis en train de faire le montage. Je me rends compte que la vidéo, du coup, fait 2 heures et que je vais pas publier un épisode de 2 heures. Donc, en fait, voilà, j'ai découpé cet échange en deux parties. Donc, nous arrivons à la fin de cette première partie et dans la deuxième partie, on ira voir différentes plateformes, notamment Pendle. On passera un bon moment. AZK nous expliquera en fait comment fonctionne cette plateforme, en quoi ça peut être intéressant, mais aussi en quoi cette plateforme représente des risques. On ira voir également d'autres plateformes. Il nous partagera également comment il se projette dans les années qui viennent. Également, nous aborderons les notions de cycle, le suivi des tendances, bref, tout un tas de sujets encore très intéressants à avoir avec AZK. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner, activer les notifications pour ne pas louper la sortie de la suite qui sortira dans une semaine. J'espère déjà que cette première partie vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mets en description les différentes chaînes d'AZK si vous voulez communiquer directement avec lui. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!